Bienvenue pour notre visioconférence Euroguidance, dédiée ce soir à la mobilité dans la voie professionnelle. On va être ensemble sans doute pour un petit peu plus d'une heure. Donc, je me présente, je suis Yvan Coallier, donc, du réseau Euroguidance, et nous aurons avec nous également ce soir donc, Isabelle qui sera un peu dans le back-office pour répondre un peu aux questions du chat, et puis Vincent qui se présentera également pour le réseau Euroguidance. Ce soir, donc, on va avoir la participation donc, de Bruno Sermet, donc, chargé de mission à la DRAREC de Lyon, de Céline Ribaud, qui est également enseignante au lycée Caria de Bourg-en-Bresse, donc toujours dans l'Académie de Lyon, et puis Morjane, qui est étudiante en BTS MCO, donc Management commercial et opérationnel, donc au lycée Caria de Bourg-en-Bresse. C'est eux qui auront en charge la première partie de cette visioconférence, qui sera consacrée plutôt à la mobilité professionnelle à temps plein, donc dans la voie professionnelle, donc plutôt en lycée, donc ça concernera des formations comme les CAP, les bacs pro, et puis du coup également les BTS. Dans un second temps, on parlera plutôt de la mobilité dans le cadre de l'alternance, donc contrat d'apprenti, contrat de professionnalisation. Et donc, c'est Vincent Joseph, donc le chargé de mission Europe et internationale de Centrafo, donc, qui est également membre du réseau Euroguidance, et Paola Bolognini, donc déléguée générale à EuroApp Mobilité, prendront en charge cette grande partie. Nous aurons également donc, Amélie Huron, qui est chargée des mobilités, donc partenariat et mécénat, donc des compagnons du Devoir et du Tour de France pour le Grand Est, qui viendra également montrer un petit peu le point de vue et le positionnement d'un centre de formation pour voir un petit peu voilà, le côté concret, donc ce qui est possible, ce qui est des fois un petit peu moins possible. Donc, avant de commencer peut-être et de laisser la parole à Bruno Sermet, je vais vous demander, donc, pour qu'on fasse un peu connaissance également, d'écrire dans le fil de discussion, donc en faisant bien attention d'écrire bien à tout le monde, d'indiquer, voilà, il y en a qui ont commencé à le faire, donc d'indiquer votre statut. Est-ce que vous êtes professionnel, soit de l'enseignement, de l'orientation? Est-ce que vous travaillez dans un centre de formation, un lycée professionnel, par exemple? Ou est-ce que vous êtes un lycéen, un apprenti ou un parent, par exemple? Voilà, ça nous permettra de voir un petit peu qui se trouve dans la salle. Voilà, donc n'hésitez pas, s'il vous plaît. Donc, on va commencer maintenant avec Bruno Sermet, donc, qui va parler donc, de la mobilité donc, à temps plein, donc en initial, voir un petit peu comment ça se passe pour les établissements qui veulent rentrer dans ce type de projet et voir un petit peu également la plus-value que ça peut avoir à la fois pour des élèves et également pour les enseignants et les structures en général. Bonsoir à tous et ravi de vidéo sur la mobilité de nos jeunes de l'académie. Donc, je suis Bruno Sermet, chargé de mission à la DRAREC. La DRAREC, c'est la délégation régionale académique aux relations européennes, internationales et à la coopération. Excusez-moi pour ma voix, mais vous êtes ma troisième réunion de la journée et je crois qu'elle commence un peu à fatiguer. Je vous prie de m'excuser par avance. Je vais essayer d'être très concret ce soir avec vous. Donc, je vais passer assez rapidement sur le nouveau programme Erasmus+, pour me concentrer sur les opérations académiques dans ce cadre, comment accompagner les établissements dans la construction d'un projet Erasmus, et enfin, les bénéfices pour les participants, que ce soit les jeunes ou nos collègues personnels. Alors, le programme 21-27 Erasmus+ a débuté l'année dernière avec des priorités assez classiques par rapport à l'ancien programme. Les priorités sont toujours l'inclusion des publics à besoins particuliers, la transition écologique, la transition numérique et la citoyenneté européenne, dont nous avons bien besoin en ces temps bien tourmentés. Mais la priorité, c'est-à-dire, comme vous pouvez le voir, le budget a été quasiment doublé par rapport au programme 14-21. Donc, il y a une véritable volonté de l'Union européenne de développer la mobilité de nos jeunes et de nos personnels. Les projets ont tendance à se simplifier, même si, vu de l'extérieur, parfois, ça peut sembler un peu complexe, mais vraiment, on a une volonté de simplifier les procédures
grâce en particulier aux accréditations dont je vais parler, qui vont particulièrement intéresser les établissements. Alors, avec qui travailler dans le programme Erasmus+ jusqu'en 2027? Eh bien, il y a 33 pays partenaires dans le programme, évidemment les 27 de l'Union européenne et 6 pays tiers, dont vous voyez les noms sur l'écran, qui font également partie du programme. À signaler, mais bon, vous le savez déjà, que le Royaume-Uni ne fait plus partie du programme Erasmus+. Donc, malheureusement, il n'est plus possible de recevoir ou d'envoyer nos élèves ou nos étudiants au Royaume-Uni jusqu'en 2027, suite au Brexit. Évidemment, je crois que tout le monde peut le regretter. La grande nouveauté du programme 21-27, c'est que désormais, pour bénéficier de financement Erasmus+, pour les établissements, il faut obtenir une accréditation. Il existe par ailleurs des projets, ce qu'on appelle des projets de courte durée, qui permettent aux établissements débutants de demander des financements Erasmus+, mais globalement, afin de bénéficier de financement, il faut désormais avoir cette fameuse accréditation. Donc évidemment, les établissements peuvent faire une demande d'accréditation, mais ma mission ce soir est entre autres de vous informer que cette accréditation a été obtenue par la région académique Auvergne-Rhône-Alpes pour la période 21-27. Nous avons obtenu 2 accréditations, l'une pour l'enseignement scolaire et l'autre pour l'enseignement et la formation professionnelle. Donc la DRAREC vous accompagne dans la mobilité européenne. Nous avons donc des académies, Grenoble, Lyon et Clermont, avec un certain nombre de chargés de mission qui sont là pour accompagner les établissements dans leur projet de mobilité et d'ouverture européenne. Les projets de l'accréditation enseignement professionnel est porté par le GIP de Grenoble. Le groupe porte tous les projets. L'avantage pour les établissements est que désormais, ils ne sont plus responsables légaux. C'est l'académie qui prend en charge ce rôle. C'est-à-dire que les établissements n'ont plus qu'à gérer, entre guillemets, les aspects pédagogiques de leur projet. Tous les aspects financiers, administratifs et organisationnels sont gérés donc par la DRAREC et le GIP de Grenoble. De ce fait, grâce à cette accréditation enseignement professionnel, tous les établissements de la grande région académique peuvent désormais venir vers nous et nous demander des financements Erasmus+ pour leur personnel ou leurs apprenants. Les avantages de rejoindre ce consortium de la région académique sont évidemment nombreux, puisque vous allez bénéficier d'un budget pérenne jusqu'en 2027. Vous allez bénéficier d'une visibilité au niveau de la région académique beaucoup plus importante, grâce en particulier à la mutualisation des ressources, des moyens, des réseaux, des établissements qui font partie de notre regroupement. À ce jour, pour l'enseignement professionnel, il y a déjà 77 lycées professionnels qui font partie de notre consortium, donc CERA-EFP, 77, alors que nous sommes qu'à la 2e année de l'accréditation. Donc cela, nous l'espérons, va se développer encore davantage dans les années à venir. Alors concrètement, quelles opportunités pour les personnels, je vais commencer par les personnels,
des lycées professionnels de l'éducation nationale. Il y a pour les personnels deux types de mobilité, les mobilités sortantes et entrantes. Comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, les personnels, et j'entends par personnel le fait que cela ne concerne pas uniquement les enseignants, mais bien tous les personnels de l'établissement. Ces personnels peuvent donc effectuer des stages d'observation. C'est ce qu'on appelle classiquement le job shadowing, c'est-à-dire qu'un enseignant, par exemple, va échanger pendant une semaine des bonnes pratiques avec un homologue européen. Ce type de mobilité existe depuis très longtemps dans le programme Erasmus+, et c'est le type de mobilité qui sont le plus utilisés dans le cadre du programme. La nouveauté cette année, depuis 2021, c'est la possibilité pour les personnels de l'EFP de suivre des formations à l'étranger. Que désormais, les personnels peuvent s'inscrire à des cours structurés ou à des séminaires de formation à l'étranger sur un thème pédagogique ou lié à leur activité qui les intéresse. Et il y a un financement supplémentaire plus important pour ce type de mobilité, puisque la plupart du temps, voire systématiquement, ces types de formations sont payantes. Donc, il y a un bonus pour financer ce type de mobilité. Et nous sommes ravis de revoir les visites préparatoires également, ces visites préparatoires qui avaient disparu en 2014, qui permettent au personnel d'un établissement de se déplacer en amont de la mobilité de leurs élèves afin de préparer l'arrivée, le séjour, le stage de leurs élèves à l'étranger. Préparer la logistique, les logements, les entreprises, les contrats, etc., afin que la mobilité des élèves se passe évidemment le mieux possible. Donc voilà pour les mobilités sortantes pour les personnels. Mais vous pouvez également inviter des personnels d'entreprise ou des enseignants à venir travailler chez vous avec vos élèves ou avec vos équipes pour bénéficier d'un financement qui permettra ce type de mobilité. Ça, c'est une nouveauté également, c'était réservé à l'enseignement supérieur jusqu'à ce jour, et désormais, c'est possible pour les personnels des lycées ou des organismes de formation professionnelle. Vous voyez les durées qui sont, que nous imposons au niveau de la région académique, qui sont en général pour les mobilités les plus populaires, c'est-à-dire les stages d'observation ou les stages de formation. Les durées sont de 7 jours. Passons maintenant, voilà, mobilité éligible pour les élèves de l'enseignement professionnel. Nous proposons deux types de mobilité sortante. Bien évidemment, le stage en entreprise ou en organisme de formation, qui permettent à nos jeunes de partir, travailler entre 12 et 35 jours dans un des 33 pays du programme. Là aussi, il y a une nouveauté, ce sont les concours de métiers. C'est-à-dire que vous pouvez bénéficier de bourses Erasmus+, pour financer le déplacement de vos élèves afin de participer à un concours. Il y a beaucoup de concours, même renommés, par exemple dans l'hôtellerie-restauration, mais pas seulement. Il y a des concours dans beaucoup de filières professionnelles. Et donc, ces mobilités de groupe peuvent permettre à vos élèves de participer, je dis bien participer et non pas assister, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas spectateurs du concours, mais ils doivent être inscrits afin de participer au concours. Juste faire un petit aparté là, donc vous avez indiqué un petit peu d'où vous veniez, donc c'est très très majoritairement donc des professionnels qui travaillent donc en lycée professionnel, en centre de formation, donc à la fois des enseignants, des gestionnaires, également des psychologues de l'éducation nationale, qui ne viennent pas tous de l'Académie de Lyon, on en a vu, il y en a qui viennent du Nord, de la Bretagne, de la région centre. Donc peut-être juste rappeler que voilà, les DRAREC, on en trouve donc dans toutes les régions académiques et que ça va vraiment être le support, le service support pour monter des projets liés à la mobilité.
donc, je disais qu'un budget Erasmus+, pour financer les mobilités des personnels et des apprenants, ce sont des budgets très, très simples à gérer. Vous avez des frais de séjour donc, qui permettent aux jeunes de vivre, hein, de se nourrir et de se déplacer une fois à l'étranger. Vous avez une bourse de frais de voyage également, hein, il y a 9 échelons différents suivant la distance, évidemment, à parcourir. Une nouveauté de ce programme 21-27, c'est que désormais, si vous utilisez un transport éco-responsable, votre bourse de frais de voyage est plus importante. Alors, qu'est-ce qu'un transport éco-responsable? Pour Erasmus+, c'est tous les types de transport, sauf l'avion. Voilà. Si vous avez la chance de partir en mobilité en Allemagne ou en Italie ou dans un pays limitrophe, vous avez une bourse de transport plus importante pour vous déplacer sur votre lieu de stage. Vous avez également le soutien organisationnel qui pourrait être assimilé à des frais de gestion qui permettent à l'établissement d'abonder, d'augmenter les frais de séjour ou les frais de voyage des participants. Il n'y a plus de budget de soutien linguistique à proprement dit dans le programme 21-27 puisque désormais, tous les participants Erasmus+ peuvent bénéficier d'une licence gratuite sur la plateforme OLS, Online Linguistic Support, qui leur permet de travailler leur langue vivante en amont, pendant, voire après même la mobilité à l'étranger. Il y a un bonus pour les jeunes qui sont en situation particulière, hein, c'est ce qu'on a c'est le soutien inclusion qui permet donc d'augmenter la bourse des apprenants qui ont des besoins particuliers. Pour les personnels, j'ai évoqué les cours structurés hein, qui sont souvent payants à l'étranger. Là, il y a un bonus de 80 € par jour afin de participer aux frais pour vous inscrire à ces cours ou à ces séminaires. Et enfin, les visites préparatoires dont j'ai déjà parlé auparavant. Tous ces postes budgétaires sont forfaitaires. C'est-à-dire que si vous fournissez le contrat de mobilité et les attestations de présence demandées par la DRAREC, vous n'avez pas à justifier à l'euro près des frais qui sont engagés. Voilà. C'est un grand progrès depuis quelques années de pouvoir fonctionner au forfait et non plus aux frais réels. Un exemple concret, hein, pour être très pratique sur les montants des bourses, vous voyez, un stage d'un élève d'un presque un mois, hein, 30 jours, dans un pays du groupe 1, c'est-à-dire les pays où le coût de la vie est le plus cher en Europe, la bourse peut s'élever à plus de 1 300 €, ce qui est une somme tout à fait correcte. À cela peut s'ajouter donc le forfait éco-responsable pour les transports, peut s'ajouter le forfait inclusion pour certains élèves. Et vous voyez, pour les enseignants, pour les personnels, pardon, une mobilité d'une semaine dans un pays du groupe 2, une bourse représente à peu près un peu plus de 1 000 €. Voilà. Donc, les budgets Erasmus n'est pas forcément là pour couvrir l'intégralité des frais, mais en tout cas, il peut en couvrir une large partie. D'autant plus que vous pouvez cumuler l'obtention de bourse Erasmus+ avec d'autres budgets. Hein, je pense en particulier aux bourses régionales de mobilité à l'international que nous propose la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, comment construire son projet Erasmus+? Là, je m'adresse plus particulièrement aux établissements. Il faut vraiment penser votre projet Erasmus+, si vous décidez d'intégrer l'accréditation enseignement professionnel de la région académique, comme une démarche collective. Hein. C'est vraiment un travail d'équipe. Il faut que toutes les parties prenantes compétentes soient impliquées
dans le projet. Bien évidemment, la direction, une équipe d'enseignants pérenne et motivée. Et je pense particulièrement également aux agents comptables et gestionnaires, sans lesquels la gestion d'un budget Erasmus+ n'est pas possible au sein d'un établissement. Donc, il faut vraiment que le projet fasse partie du projet d'établissement. Bien entendu, en contrepartie du budget que vous allez recevoir de la région académique, via nos financements Erasmus+, nous allons exiger des établissements un certain nombre de retours et en particulier une gestion très rigoureuse des budgets qui vont être alloués à l'établissement. Ça, c'est la première chose. Le deuxième point capital, c'est que nous allons demander aux établissements qui font partie de notre regroupement de communiquer sur le projet Erasmus+, de participer, par exemple, tous les ans au mois d'octobre aux Erasmus Days, de venir témoigner, de nous fournir des supports de communication sur les expériences qui ont été vécues par les jeunes ou les personnels à l'étranger. Bien entendu, le nerf de la guerre, hormis les problèmes, les financements, c'est comment trouver des partenaires. Toujours difficile lorsqu'on se lance dans Erasmus de trouver des partenaires à l'étranger. Il existe bien évidemment des plutôt efficaces qui ont été mises en place par l'agence et par l'Union européenne. Vous en voyez quelques exemples ici, afin de vous aider à trouver des partenaires à l'étranger. Et ce que je conseille toujours aux établissements, c'est d'abord de regarder autour d'eux, près d'eux, sur leur territoire, puisque votre établissement se situe sur un territoire sur lequel se trouve une collectivité locale, des entreprises, des comités de jumelage qui peuvent vous soutenir et vous aider dans la recherche de partenaires. Les contacts personnels également jouent un grand rôle dans la prospection de partenaires à l'étranger. Donc, tous ces outils peuvent vous aider à trouver des partenaires. Et nous, à la DRAREC, évidemment, nous sommes toujours là pour vous conseiller et vous accompagner dans la recherche de ces partenaires à l'étranger. Tout type de partenaire est valide, est éligible dans le programme Erasmus+. Ça peut être un établissement scolaire, ça peut être une collectivité locale, une association, une ONG. Voilà, tout est possible dans le cadre du programme pour trouver des partenaires à l'étranger. Les bénéfices pour les jeunes et l'impact de la mobilité pour eux. Évidemment, un jeune qui a bénéficié d'une mobilité Erasmus+, a une véritable plus-value, une véritable valeur ajoutée apportée à son parcours, à sa formation professionnelle. Je crois que le premier item là, que je vous présente est le plus parlant. Les jeunes qui ont réalisé une mobilité Erasmus à l'étranger trouvent un emploi en moyenne, vous voyez, à 2,9 mois contre presque 5 mois pour les autres. Je crois que c'est très parlant. Un autre chiffre parlant est qu'un apprenant qui a bénéficié d'une mobilité Erasmus, 50% d'entre eux renouvellent dans leur parcours de formation ou dans leur carrière professionnelle une autre expérience à l'étranger. Donc, quand on a touché à Erasmus, en général, on a une autre expérience dans sa carrière. Donc, ça, c'est vraiment très important. Il y a de véritables enjeux là pour nos jeunes, pour leur futur professionnel. Et le programme Erasmus apporte cette plus-value pour nos jeunes et également pour nos personnels. Alors, 6 bonnes raisons de partir en Erasmus pour conclure. Peut-être une diapositive qui est plus destinée à nos jeunes. Évidemment, ça leur permet de développer leurs compétences professionnelles, interculturelles, organisationnelles. C'est une ouverture sur une nouvelle culture, l'amélioration des compétences linguistiques, bien évidemment. Et puis, un aspect qu'on oublie souvent, c'est l'épanouissement personnel. Faire un Erasmus,
ça peut changer une vie. Et pas seulement au niveau professionnel. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et puis, bien évidemment, hein, les jeunes bénéficient d'un financement grâce à l'accréditation de la région académique. Pardon. Il y a également des outils de reconnaissance, évidemment, pour valider les acquis de ces mobilités. Il y a des outils qui existent, hein, en particulier le livret Europass. Mais là, Céline Ribaud pourra peut-être en parler plus tard. Hein, c'est vraiment un outil, un livret de compétences important, hein, qui va permettre aux jeunes de prouver, hein, de l'acquisition de compétences organisationnelles, linguistiques, interculturelles. Les enseignants peuvent également en bénéficier, hein, ça ne concerne pas uniquement les jeunes. Évidemment, pour les bacs pro, on a l'épreuve facultative de mobilité au bac, qui permet quand même d'avoir des points supplémentaires. Et puis, sur la région académique, on a mis en place, il y a 3 ans maintenant, une attestation académique de compétences, hein, validée par les services du recteur, qui valide les compétences acquises pour les enseignants, ce qui peut être également un atout, hein, dans leur parcours professionnel. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter à la DRAREC, hein, nous avons un site dédié pour vous présenter nos projets. Et si vous voulez aller plus loin dans le programme Erasmus+, il y a le nouveau site de l'agence, hein, qui s'appelle Mon Projet Erasmus+, où vous trouverez bien évidemment toutes les informations nécessaires. Voilà, j'en ai terminé pour ma présentation. J'espère avoir été clair. Merci beaucoup. J'ai pris peut-être un peu trop de temps. Bah, c'était très riche et très dense, mais donc ce qu'on retient vraiment, c'est que voilà, il y a des choses qui sont possibles, qu'il faut aussi s'appuyer donc sur la DRAREC, un petit peu donc de l'académie dans laquelle les personnels travaillent. Et ce que j'ai surtout retenu, c'est aussi qu'il faut que ce soit vraiment un travail d'équipe et que sans l'aval un petit peu et sans l'engagement, l'investissement à la fois des enseignants, du personnel de direction, des gestionnaires, voilà, ça peut être un petit peu compliqué à mettre en place, mais qu'il y a des ressources voilà, dans chaque académie pour les aider à mettre en place ce type de projet et que ça apporte quand même énormément de choses. Ce que vous avez dit, quand les jeunes, une fois qu'ils ont goûté à Erasmus, ils y retournent. Nous, pour renseigner et accompagner des jeunes, effectivement, c'est Mobility Once, Mobility Again. Quel que soit le niveau. Voilà. Très bien. Et je pense en particulier à nos jeunes qui se situent dans parfois dans des zones géographiques un peu éloignées ou dans des milieux un petit peu difficiles. C'est vraiment à eux que l'on pense lorsqu'on développe ce type de programme. On va parler des apprentis, hein, où il y a beaucoup de freins et qu'on essaye de lever. Et je crois qu'on va finir par y arriver, hein. Je pense que mes collègues vont en parler largement. Mais c'est vrai que les apprentis sont un enjeu pour la région académique et nous voulons vraiment mettre l'accent là, profiter du programme 21-27 pour vraiment développer la mobilité des apprentis. C'est vraiment un atout majeur pour nous, hein, que nos apprentis puissent découvrir la mobilité et développer leurs compétences à l'étranger. Très bien, merci Bruno. Vous pouvez peut-être couper le partage de votre écran et puis on va laisser du coup Céline se présenter pour qu'on ait vraiment un témoignage au sein même d'un lycée, puisque Céline, donc avec ses élèves de BTS. Oui, bonsoir à tous. Alors simplement déjà pour vous situer effectivement pourquoi je suis concernée par le sujet. Donc j'enseigne actuellement en BTS MCO, donc BTS commercial, hein, management commercial opérationnel. Et depuis 2 ans, on a l'opportunité, du fait de la réforme du BTS, de créer dans chaque établissement une option qui s'appelle parcours de professionnalisation à l'étranger. Alors, nous sommes très peu d'établissements, voire le seul sur l'académie à l'avoir développé. Et c'est dommage. Donc, en tous les cas, moi, j'ai décidé d'en saisir le maximum d'opportunités. Et cela offre donc à nos étudiants la possibilité de faire leur stage de 8 semaines, donc 2 mois complets, à l'étranger, d'ailleurs sans limite, hein, Europe ou extérieur, en 2e année.
Alors, eux, ils sont concernés par des stages en magasin, hein, en boutique, que ce soit dans des grands réseaux ou moins grands réseaux, intégrés ou non. Et l'objectif est qu'ils acquièrent des compétences non seulement de vente, mais aussi de management d'équipe. Donc, ça fait des belles opportunités à l'étranger. Et voilà pour le contexte. Alors, est-ce que vous voulez que j'illustre ce qu'a dit Bruno Sermet juste avant, au travers de 2 points peut-être, et Avenir Plus et Europass? Oui, oui, On peut partir sur ces oui, 2 idées? tout à fait, oui. Voilà, parce que je rebondis sur ce que Bruno a dit. Alors, je me mettais à la place des personnes qui écoutent et c'était la situation dans laquelle j'étais il y a 2-3 ans. Ça me paraissait théorique quand même et inaccessible. Le projet Erasmus, je disais, c'est si compliqué. Et en fait, j'en suis passée par cette fameuse accréditation. Et donc, je veux dire à tout le monde que c'est totalement réalisable. Et ça rejoint ce que vous avez dit. Ça a été réalisable parce que je suis allée questionner de nombreuses personnes qui évoluent dans mon établissement et qui, en fait, sont des personnes ressources pour participer à ce projet. Donc, de la direction à l'intendance, mais aussi aux collègues de langue, aux gestionnaires de stage et finalement aux responsables informatiques, simplement mes collègues de BTS SEO, par exemple. Et en cumulant toutes les compétences de chacun d'entre eux, et en présentant leurs idées, en fait, ça a construit le dossier d'accréditation et il a été validé du premier coup. Donc, moi qui pensais que c'était inaccessible, je vous le dis, c'est totalement réalisable. Et au final, je veux dire, on n'a rien inventé, on a juste mis en avant toutes les ressources de notre établissement. Et en fait, un établissement en a beaucoup. Simplement, il faut les mettre en avant. Alors, c'est pour ceci qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir intégré le consortium Avenir Plus, donc qu'a présenté Bruno tout à l'heure. Et alors, ce que je veux dire également au sein de ce témoignage, c'est le côté pragmatique de ce que cela nous offre. D'accord, Bruno nous l'a présenté tout à l'heure, et moi, je vais donc prendre un exemple pour illustrer. Eh bien, c'est celui de nos départs en stage de nos étudiants en BTS MCO, en l'occurrence en Belgique. Alors, pour diverses raisons, les étudiants ne sont pas partis plus loin. Je ne vais pas m'étaler sur les contraintes du moment, mais globalement, la crise sanitaire et les raisons administratives, comme par exemple les visas qui sont de plus en plus imposés, les freins désormais posés par l'Angleterre à cause du Brexit, etc. C'est vrai que ça limite quand même les possibilités. Donc, du coup, nos étudiants sont partis en Belgique. Et sincèrement, le frein majeur, pour me rendre compte avec mes classes, le frein majeur, ce n'est pas la langue, c'est le financement. Parce que, écoutez, nos étudiants, ça reste des étudiants, ils ont un âge clé où ils font des jobs, mais ce n'est pas toujours évident. Et en fait, c'est dommage parce que c'est le moment de partir, mais c'est le moment où ils n'ont pas d'argent. Donc, en intégrant Avenir Plus, eh bien, j'ai trouvé une solution fantastique, si je puis dire, parce qu'en fait, eh bien, nos jeunes, pour illustrer le tableau de Bruno tout à l'heure, peuvent partir actuellement avec environ 1 000 € grâce à Avenir Plus et complètent cette bourse avec environ 1 000 € par la région de la fameuse BRMI, Bourse régionale de mobilité internationale. Donc, Morjane, que vous entendrez tout à l'heure, revient de Belgique et elle l'aura de manière fractionnée, mais elle aura bénéficié d'un total de 2 000 €. Et sincèrement, c'est vital pour eux, c'est essentiel. Sans cet argent, ils ne partent pas. C'est clair, là, j'ai un potentiel de 8 étudiants qui vont partir l'an prochain, mais je pressens déjà les difficultés de certains et c'est rédhibitoire. Donc, en fait, Avenir Plus, ça a été vraiment une solution pratique parfaite. Et je voulais juste aussi témoigner de l'appartenance à Avenir Plus d'un point de vue du professeur. En fait, c'est un groupe qui offre déjà donc une démarche de financement qui est très centralisée, donc qui est simplifiée. Il faut dire ce qui est. Pour faire simple, grossièrement, on passe commande à Bruno et ses collaborateurs de mobilité. Bruno, tu me dis si je mens. On passe commande. Et étant donné qu'elles sont validées par l'enveloppe budgétaire globale, eh bien, je suis quasiment assurée de pouvoir l'offrir à mes étudiants. Alors,
sans excès, hein. Nous, pour l'instant, on a été concernés par un total de 5 mobilités, mais on démarre tout juste. Et donc, du coup, il y a aussi une espèce de synergie administrative qui est très appréciable. Parce que moi, toute seule, je ne me voyais pas faire toutes les démarches Erasmus d'avant. Alors que là, on a des interlocuteurs qui nous renseignent et puis surtout, on se rencontre régulièrement en visio, on échange de nos problèmes et on a des réponses immédiates et très pragmatiques. Donc ça, c'est fantastique. Il y a une espèce aussi de stimulation collective, hein, c'est un peu le bureau des pleurs, nos réunions, mais on ressort boosté parce que tout seul, on n'aurait pas pu le faire. Et puis donc, il y a cet encadrement autant via Bruno et puis ses collaborateurs, enfin nous pour le coup, collaboratrices sur Grenoble, qui est très, très pratique. Et puis, il y a une mutualisation des outils. Là, on a un Padlet, par exemple, mais qui est magique pour nous parce que moi, je serais face à l'immensité des sources, je serais perdue si je ne l'avais pas. Et du coup, il vient là en soutien. À chaque fois que j'ai besoin de quelque chose, je le consulte. Et c'est parce que ça a été mutualisé que c'est si simple. Donc, conclusion, mes étudiants sont vraiment partis, ils ont vraiment eu leur bourse, et je le dis comme ça, mais c'était ma crainte au départ. Je ne pensais pas pouvoir y arriver. Et voilà, quand on veut, on peut. Donc, c'est un très bon témoignage, Céline, parce qu'on voit vraiment que il y a une crainte, une appréhension en tout cas à se lancer dans ce type de projet parce que ça paraît compliqué administrativement, financièrement, etc. Mais encore une fois, on voit qu'il y a des ressources. On a parlé énormément de mutualisation, de soutien, de travail d'équipe. Ça, c'est vraiment très intéressant pour pouvoir, au final, faire partir des jeunes. Et c'est ça notre objectif à tous. Ce que je vous propose, c'est peut-être du coup qu'on passe, quand même, parce que je vois que le temps qui avance, donc à la partie alternance. C'est une question là qui intéresse beaucoup, hein, y compris les lycées professionnels qui sont aussi souvent centres de formation d'apprentis. Et donc là, laisser du coup la parole à Vincent et Paola qui vont nous faire un état des lieux, il peut y avoir voilà, des complications a priori qui viennent en plus, puisque les apprentis voilà, sont aussi, ou les alternants sont aussi salariés d'entreprise. Donc là, Vincent et Paola vont nous expliquer tout ça. Vincent, est-ce que tu veux partager ton écran? Oui, alors bonsoir, donc, je suis Vincent Joseph, chargé de mission Europe à Centre Info. Et nous allons intervenir sur la question de la mobilité pour les alternants en englobant donc à la fois les jeunes en contrat d'apprentissage et également les personnes en contrat de professionnalisation. Sur la suite de nos diapositives et notre présentation, vous verrez principalement évoquer les apprentis, mais ce que l'on va dire est pour la plus grande partie valable également pour les personnes en contrat de professionnalisation, mis à part quelques particularités techniques. Et donc, nous co-animons à deux cette séquence. Oui, bonsoir à toutes et tous. Alors, en quelques mots, on va prendre une minute pour se présenter. Centre Info est une association qui assure une mission de service public d'information sur la formation professionnelle pour le ministère du Travail. On participe à des réseaux européens, dont Euroguidance, mais également un réseau qui est animé par le CEDEFOP, c'est l'agence de l'Union européenne, en gros, qui organise la coopération sur les questions de formation. Et je mentionne cela pour signaler que les systèmes d'apprentissage d'un pays à l'autre sont très différents. Et il faut avoir en tête, voilà, quand un jeune, quelqu'un cherche une place dans un stage à l'étranger, que ce qu'on appelle apprenti, même si c'est traduit par le même mot anglais apprentice et apprenticeship pour apprentissage, ça ne veut pas dire la même chose d'un pays à l'autre. Et donc, Centre Info participe aussi à des travaux menés au niveau européen pour essayer de faciliter le développement de la mobilité des apprentis, en particulier de la mobilité longue qui est peu développée aujourd'hui. Une dernière chose, on traite aussi de ce sujet de la mobilité des apprentis dans les publications. Les fiches pratiques, qui sont un peu le bible du droit de la formation, ont des chapitres dédiés à cette question de la mobilité des apprentis, des contrats de professionnalisation, et puis aussi dans un magazine qui s'appelle Info Formation.
Voilà, merci beaucoup Vincent. Donc, je suis ravie d'être avec vous pour compléter les propos de Vincent et présenter du coup Europe Mobility. Europe Mobility, c'est également une association, effectivement, qui a pour mission de développer la mobilité internationale, type Erasmus, mais pas uniquement, des apprentis et plus en général des apprenants en France, comme l'évoquait tout à l'heure Vincent. Nous avons des missions qui sont différentes. On accompagne les porteurs de projets dans les montages de leur action. On essaye effectivement de faciliter les partenariats européens grâce notamment à un outil digital qu'on va lancer à la rentrée 2022 des mises en relation des acteurs. Et on fournit notre expertise et notre, voilà, notre connaissance via des notes explicatives, via différentes publications que vous pouvez voir sur notre site internet que vous avez dans les PowerPoint que vous allez recevoir. On va promouvoir la mobilité, la faire connaître et faire connaître ces dispositifs dans les filières de l'apprentissage, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, Erasmus, la mobilité européenne et internationale en général, et également pour les publics en alternance. On essaie de communiquer au propos des atouts de la mobilité, à la fois pour les centres de formation, mais également dans le cadre de l'apprentissage. On sait pertinemment que les employeurs vont avoir un rôle central, donc on essaie de communiquer auprès de ces publics et bien entendu auprès des jeunes pour, in fine, susciter aussi les désirs des mobilités. On essaie également de faire bouger les lignes. On essaie de faire bouger les lignes justement pour faire évoluer les cadres juridiques et réglementaires de la mobilité européenne, parce qu'on le verra ensuite, c'est pas évident, c'est possible, mais c'est pas évident. Donc on pense que on peut quelque part sensibiliser les pouvoirs publics à simplifier les choses. Trouver également des systèmes de reconnaissance systématique des acquis de la mobilité européenne. Et actuellement, on est en train de démarrer une expérimentation. Il y a un petit coquille dans ma présentation, je suis désolée, des 4 ans plutôt, cette expérimentation dédiée justement à développer la mobilité longue des apprentis dans les organismes de formation par apprentissage via, entre autres, l'accompagnement et la professionnalisation des référents mobilité, qui sont des figures professionnelles clés. Merci. Alors justement, sur cette question de ce qui est particulier à la mobilité des alternants, on va aborder cela, on va développer les spécificités. Il faut avoir en tête que malgré un ensemble de difficultés qu'on va voir et aborder ensemble, et on va essayer de vous donner des clés pour les traiter, c'est une priorité aussi bien au niveau européen que français que de développer la mobilité des apprentis. L'action de EAM que vient de présenter Paola s'inscrit complètement dans toutes les initiatives qui sont mises en place pour tenter de plus développer l'accès à la mobilité. C'est un enjeu de démocratisation de la mobilité, un enjeu d'inclusion pour le nouveau programme Erasmus+, et ça rejoint les priorités qu'a énoncé Bruno Sermet tout à l'heure. On a donc un objectif global au niveau européen qui est posé de 8% d'apprentis en mobilité à l'horizon 2025. On verra si on y arrive, mais en tout cas, ceci pour vous dire qu'il y a de l'argent, il y a du soutien, il y a beaucoup d'initiatives pour essayer que ça prenne une toute autre ampleur que celle d'aujourd'hui. On estime qu'il y a à peu près en 2018-2019, en tout cas, il y avait 10% des personnes en mobilité qui étaient alternants. Cette proportion devrait grandement augmenter dans les années à venir grâce aux initiatives et aux efforts de chacun. Et donc, on va vous donner quelques clés maintenant sur les particularités à prendre en compte pour développer cette mobilité. Effectivement, on a des enjeux spécifiques et ces enjeux spécifiques sont étroitement liés à
particularité de notre public, c'est-à-dire les apprentis. Et les apprentis sont, bien entendu, et même les alternants plus en général, ils sont sur contrat de travail d'une part, ils sont dans un parcours de formation d'autre part. Donc, il y a vraiment un triangle qui est en place, qui est composé par les jeunes avec son statut, qui est comme évoqué Vincent tout à l'heure, n'est pas les mêmes dans tous les pays européens. Donc, il y a comment dire, des éléments à appréhender par rapport au statut du jeune, à la fois en France et à la fois quand il part à l'étranger. Il y a la place de l'employeur, comme on évoquait tout à l'heure, parce que l'employeur, quelque part, il doit être partie prenante dans ces processus de formation du jeune et doit en tirer aussi les bénéfices. On y reviendra, mais comprendre les pourquoi des comment, c'est pas uniquement une bonne chose de faire partir les jeunes pour, disons, les processus de formation du jeune, mais aussi ça peut apporter des bénéfices à l'entreprise en elle-même. Et last but not least, les rôles clés de l'organisme de formation et du CFA. J'ai entendu avec attention les témoignages de Céline tout à l'heure. Effectivement, on retrouve les mêmes dynamiques, les mêmes éléments qui sont importants, les travails d'équipe, impliquer toutes les parties prenantes et les rôles clés, effectivement, de ceux qui sont les référents mobilité, qui sont vraiment la cheville ouvrière de la mobilité. On a donc à la fois des particularités, on va dire, réglementaires et aussi pédagogiques du fait de cette place de la formation et des acquis d'apprentissage qui s'acquièrent à la fois par le travail et la formation. On va voir dans un premier temps ce qui correspond plutôt aux contraintes réglementaires. Un premier élément, donc ces contraintes dans le cas français ont été changées suite à la loi de septembre 2018 et à la réforme de la loi promue par Muriel Pénicaud à l'époque pour la liberté de choisir son avenir professionnel, qui inclut tout un ensemble de nouveaux dispositifs qui s'appliquent maintenant à l'apprentissage en vue de faciliter la mobilité des alternants. Et donc, ça définit le cadre qu'on va maintenant aborder. Premier point, la question de la durée. L'apprentissage, la durée de l'apprentissage à l'étranger peut durer jusqu'à 1 an. Donc, on peut imaginer des mobilités longues. Pour autant, dans le droit français, on va avoir une distinction entre les mobilités considérées comme courtes, inférieures à 1 mois, et les mobilités longues, qui sont celles qui durent entre 1 et 12 mois. Je dis pour autant dans le droit français, parce que dans le programme Erasmus+, la notion de mobilité longue, elle s'applique aux mobilités de plus de 3 mois. Donc, il faut avoir en tête que quand on est sur des mobilités courtes, on est sur un schéma de mise à disposition. Quand on est sur des mobilités longues, dans le sens français du terme, de plus d'1 mois, on est dans un schéma différent avec une mise en veille du contrat de travail. Et de ce fait, quand on est sur des mobilités de plus d'1 mois, on a une suspension des responsabilités de l'employeur, mais également une suspension de la rémunération qui est due. Et donc, ceci engendre un ensemble d'autres conséquences qu'on va maintenant développer dans un premier temps au niveau de la couverture sociale. Alors, la couverture sociale, effectivement, dès l'alternant, on a fait un focus sur la mobilité longue. Pourquoi? Parce que quand on est sur un dispositif plutôt des mobilités courtes, disons, jusqu'à 4 semaines, même si la mise en veille du contrat est possible, force est de constater, comme l'évoquait Vincent tout à l'heure, que c'est plutôt une mise à disposition. Donc, en fait, au niveau de la couverture sociale, c'est l'application du contrat d'apprentissage français qui va être appliqué, disons, aussi à l'étranger. Quand on est, par contre, dans une situation de mobilité longue, donc de plus de 4 semaines, là, on est sur une mise en veille du contrat, comme évoquait Vincent tout à l'heure. Donc, les statuts de l'alternant
quelque part, va changer selon quel est le statut juridique de l'apprenant dans les pays d'accueil. Donc, s'il est salarié ou assimilé salarié dans les pays d'accueil, on aura la couverture sociale du pays d'accueil qui s'applique. Si un apprenti français part en Allemagne et il va être apprenti en Allemagne, c'est-à-dire en Allemagne, c'est la couverture sociale allemande qui va s'appliquer. Autrement, l'apprenti peut bénéficier de la couverture sociale française qui, normalement, est à bénéfice des étudiants. Pour la mobilité en dehors de l'Union européenne, il y a des démarches supplémentaires à faire, comme l'adhésion à une assurance volontaire. Et donc, il y a également des démarches administratives à prévoir, hein, Paola, c'est ça, pour sécuriser juridiquement tout cela? C'est cela, tout à fait. Donc, on revient à tout à l'heure à la mise en veille, aux mises à disposition. Quoi qu'il en soit, il faut bien signer une convention. Cette convention est nécessaire pour qu'elle puisse lier les parties prenantes, à savoir l'alternant, l'employeur en France, l'employeur à l'étranger, les cas échéants, et les centres de formation en France et à l'étranger. Donc, on peut avoir quand même jusqu'à 5 signataires de cette convention. La convention, du coup, va préciser les contenus du programme suivi, les engagements des partenaires. Il y a aussi une partie qui va notamment décrire les activités que les jeunes va effectuer, les stages à réaliser et éventuellement, effectivement, les conditions de son contrat, rémunération, congé, protection sociale. Il y a deux, du coup, modèles des conventions selon les deux cas de figure qui Vincent a présenté tout à l'heure, donc mise en veille et mise à disposition. Et vous avez les liens sur le PowerPoint qu'on va vous faire parvenir. Il y a des liens à Légifrance avec des exemples des conventions, des mises en veille et mises à disposition. Une chose peut-être qu'il faut juste rajouter, c'est que ces conventions vont être, complémentaires et pas se substituer aux conventions qu'on peut signer avec les différents financeurs qu'on va voir tout à l'heure. Alors, autre sujet évidemment crucial, la question du financement, puisque dans le cas d'un contrat d'apprentissage ou contrat de pro, on est sur un temps de formation qui est également salarié et rémunéré. Et alors, on a bien entendu le programme Erasmus+, qui permet de financer une partie des coûts liés à une mobilité. On a aussi des aides des conseils régionaux. Donc ça dépend de la région d'habitation du jeune apprenti ou de la personne en contrat de pro. Et sur le site Euroguidance, vous retrouverez une rubrique dédiée qui référence l'ensemble de ces aides régionales. Enfin, pour certains pays de destination, comme l'Allemagne ou le Québec, on a également des programmes bilatéraux avec des aides particulières qui sont prévues pour faciliter la mobilité entre la France et ces pays. Et puis, enfin, on en reparlera un petit peu de façon plus détaillée juste après, les OPCO, les opérateurs de compétences, sont missionnés pour aider en partie les questions de coût de la mobilité. Et comme on l'a vu, dans le cas d'une mobilité de plus d'un mois, se pose la question de la perte de la rémunération puisque le contrat de travail français est mis en pause. Tout à fait. D'ailleurs, pour les financements, effectivement, on vient de publier également sur les sites d'Europe Mobility quelques fiches qui vont présenter les dispositifs qu'on vient de lister.
Alors, on va faire un petit focus du coup sur le financement OPCO, parce que je pense qu'on a bien abordé les financements Erasmus grâce à la présentation de Bruno Sermet tout à l'heure, mais on peut y revenir si nécessaire. En tout cas, la chose à retenir, c'est qu'effectivement, par application de la loi 2018, les CF1, ils ont mission d'encourager la mobilité nationale et internationale des apprentis, notamment en nommant du personnel dédié. Par la même réforme, parmi les nombreuses missions qui sont affectées aux OPCO, les anciennes OPCA, il y a bien celle de participer au financement de la mobilité des apprentis et des salariés en contrat de professionnalisation. Donc, ces financements, c'est un financement qui va s'articuler sur deux volets principaux, disons, un financement forfaitaire obligatoire qui, lui, il est lié à prendre en charge notamment les frais du personnel dédié à la mobilité, les référents mobilité, mais pas également des frais fixes qui sont propres au CFA. Et un forfait qu'on appelle des frais qu'on appelle frais facultatifs, parce que, comme dit le nom, le PRO ne sont pas obligés à les octroyer, à les verser, mais qu'ils ont comme un but ultime de prendre en charge toute ou partie de la perte de ressources du jeune, ou également d'autres frais comme les visas, les vaccins, les transports dans certains cas. Voilà. Il faut savoir, on y reviendra peut-être tout à l'heure avec les témoignages d'Amélie, que les OPCO ont quand même des politiques différentes de prise en charge, même si la loi, effectivement, les oblige à avoir un forfait obligatoire. Et voilà, on verra tout à l'heure les retours d'expérience d'Amélie. Alors, Paola, je propose de faire une petite pause pour répondre à une ou deux questions qui abordent les sujets qu'on vient de traiter, qui sont publiés dans le chat. Est-ce que la convention que vous avez présentée est-elle considérée comme un avenant ou un autre contrat venant compléter le contrat en alternance? Et deuxième question, de combien de temps à l'avance faut-il prévenir l'employeur? Alors, c'est des très bonnes questions. Normalement, du moment de la signature de la convention de formation et du contrat en général d'apprentissage, vous pouvez effectivement évoquer dans les différents cases qu'il ne faut pas évoquer, mais cocher dans les différents cases du contrat que l'apprenti, l'alternant en question pourra partir en mobilité. Une fois que vous avez signé du coup les contrats d'apprentissage tout court en incluant cette option, vous devez prévenir effectivement l'OPCO du fait que vous allez mettre en place, l'OPCO est déjà prévenu parce qu'elle est dépositaire du contrat, mais en tout cas, il faut que vous envoyez la convention ou bien des mises en veille ou bien des mises à disposition pour déclencher les financements de l'OPCO. C'est ça qui est important à retenir. Et il n'y a pas une règle d'or pour prévenir les employeurs, c'est-à-dire il y a une règle d'or, mais il n'y a pas une obligation. La règle d'or, c'est quand même prévoir la mobilité assez à l'avance pour pouvoir l'intégrer complètement dans les parcours de formation du jeune et du coup rendre l'entreprise d'emblée des signatures de contrat au courant du fait qu'il y aura une période de mobilité. Parce qu'il faut que l'employeur soit d'accord. Hein. Oui, bien sûr, il faut que l'employeur soit d'accord, bien entendu. Alors, justement, ça fait une transition sur la dernière partie de notre présentation. Quelles sont les particularités, ce qui peut poser problème et aussi les choix à faire, en tout cas poser problème, ce à quoi il faut être vigilant. Et on reviendra sur cette question, justement, de l'employeur doit être d'accord et, si possible, encore mieux intéressé. Un premier point particulier qui est lié à la spécificité de la formation en alternance, ça va être le choix aussi de la période de la mobilité dans le parcours. Une mobilité positionnée en tout début de parcours
peut être peut-être un petit peu moins intéressante pour l'entreprise de destination, et par contre, pour l'entreprise d'origine, elle offrira l'intérêt au retour de l'apprenti de bénéficier des compétences qu'il aura développées à l'étranger. Là où une mobilité positionnée plus en fin de parcours peut, pour l'entreprise française, être parfois un petit peu frustrante parce qu'elle n'aura pas forcément le retour de ce qu'aura développé comme apprentissage l'apprenti à l'étranger. Ces questions se posant évidemment avec plus d'acuité dans le cas de mobilité de longue durée. Tout à fait, parce qu'en plus, on peut compléter peut-être Vincent en disant que dans les cas de la mobilité des moins de 4 semaines, et il faut peut-être dire qu'un moyen, la mobilité des apprentis en France, elle est plutôt d'une durée de 2-3 semaines. Souvent, les organismes de formation s'organisent pour prendre faire durer la mobilité sur les semaines qui sont propres à l'alternance dans les centres de formation. Justement, on ne pourra pas aller quelque part perturber les rythmes de l'entreprise. Cependant, et nous, comme on aura Mobility, on est bien placé pour le savoir parce que ce qu'on prône, c'est surtout l'internationalisation, bien sûr, mais dans l'idéal, la mobilité longue des apprentis. Voilà, là, dans ces cas-là, les positionnements de la mobilité, comme disait Vincent, elle est encore plus importante au début ou à la fin du parcours, au milieu. En tout cas, il faut tenir compte de cette contrainte. Autre élément à réfléchir, c'est celui de l'articulation de la formation à l'étranger avec le contenu de la formation en France. Il y a deux schémas un peu typiquement qu'on peut trouver. Soit on va chercher à l'étranger la même chose que ce qu'on aurait eu en France en termes de compétences, et donc on va chercher à coller à une partie du référentiel pédagogique. Soit au contraire, on va essayer d'aller développer à l'étranger des compétences très différentes parce que dans les techniques industrielles, les techniques de restauration, etc., on va avoir des particularités métiers, et donc on va chercher plutôt des éléments complémentaires, additifs au référentiel pédagogique français. Et puis enfin, un autre point à mentionner ici, c'est que il y a, à partir du moment où on est sur des mobilités de plus d'un mois, les contraintes liées à l'alternance, la formation en alternance en France, avec l'articulation entre la période en CFA ou en organisme de formation et en entreprise, sont levées. Donc, vous pouvez être beaucoup plus souple, on a plus de créativité possible. La mobilité, elle est possible dans une entreprise à l'étranger, mais aussi dans un organisme de formation à l'étranger. Et on peut combiner de façon plus souple, puisque la loi de 2018 a levé les obligations liées à l'alternance quand il s'agit de mobilité à l'étranger. Exactement. Peut-être quelques mots sur en guise de clôture, quelque part sur l'implication des employeurs. On l'a peut-être déjà dit à plusieurs reprises, mais il ne faut pas oublier non plus qu'il y a des arguments à mettre en avant auprès des entreprises pour faire partir les jeunes. Et une chose qui peut-être n'est pas assez répandue, mais qui peut être un élément convaincant, c'est impliquer les maîtres d'apprentissage dans la mobilité. C'est-à-dire que les maîtres d'apprentissage, selon la programmation Erasmus+, ils peuvent être à la fois bénéficiaires de la mobilité, c'est-à-dire partir en mobilité pour des séjours avec des pairs des quelques jours, et également peuvent, ça a été les cas de figure dans quelques réseaux de CFA avec lesquels on travaille, car sont dans notre conseil d'administration, les maîtres d'apprentissage peuvent partir comme accompagnateurs des apprentis pour quelques jours. Et c'est là, on s'est rendu compte que c'est une bonne méthode de répandre l'intérêt de la mobilité, parce que les maîtres d'apprentissage eux-mêmes peuvent vivre cette expérience et comprendre ce qu'ils vont vivre leurs apprentis. Voilà, donc c'est faire de la dentelle, mais ça se fait. On va le voir avec
le témoignage d'Amélie Huron est juste une info dans ce qui se fait aujourd'hui, qui est donc en cours de croissance, vraiment la mobilité des apprentis. Le top 3 des destinations, c'est les pays frontaliers, Allemagne, Italie, Espagne. Et donc, il y a tout un ensemble d'initiatives, de soutien qui sont proposées pour les acteurs afin de développer cette mobilité des alternants. Merci Vincent et Paola, vraiment un duo très efficace, donc avec beaucoup d'informations très complètes, très précises. Ce que je vous propose donc là maintenant, avant de donner la conclusion avec le témoignage de Morjane, plutôt passer du coup à Amélie Huron, donc, qui représente les compagnons, pour montrer concrètement comment ça se passe pour le centre de formation, voir un petit peu comment est-ce que vous organisez cette mobilité, quels jeunes ça concerne et un petit peu ce que ça leur apporte. Donc, on va commencer par Amélie. Merci. Bonsoir à tous. Déjà, merci puisqu'il y a énormément de choses qui ont été dites. Alors, très concrètement, donc moi, je suis référente mobilité pour la région Grand Est et depuis très peu. J'apprends également au fur et à mesure, mais je récolte les informations auprès de collègues qui ont beaucoup plus d'expérience que moi. Je ne sais pas de combien de temps je dispose, donc je vais essayer de… Quelques minutes. 2 minutes, voilà. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites et qui sont très pertinentes. Notamment, le premier point sur lequel je voudrais insister, c'est vraiment cette notion de travail d'équipe. Une mobilité ne peut pas fonctionner si tous les acteurs ne se sentent pas concernés et impliqués. C'est un très gros travail en amont de préparation. Non seulement effectivement du référent mobilité pour toute la partie administrative, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais effectivement, récolter les conventions Erasmus, les relations avec les OPCO, on y reviendra peut-être tout à l'heure, et ça va jusqu'à relancer 10 fois le jeune parce que ça fait 15 fois qu'on lui a demandé sa carte d'identité et il ne l'a toujours pas donné 3 jours avant de partir. Bon, voilà. Je vois Morjane qui sourit, elle nous en parlera peut-être. Ah, pardon Morjane, si vous sentez concernée. Non, mais bon, blague à part. C'est aussi, ça veut dire aussi effectivement, bien évidemment, un travail en amont de l'équipe pédagogique. Qu'est-ce qu'on attend de cette mobilité-là? Qu'est-ce qu'on veut apporter aux jeunes, tout simplement? Pour ça, le travail du formateur métier, donc nous, chez les compagnons, on va faire l'histoire des compagnons, mais on a 32 métiers différents, du bâtiment jusqu'au métier du goût, l'industrie, etc. Pour répondre à votre question d'il y a quelques instants, tous les jeunes, quels que soient les métiers, sont concernés par une mobilité et heureusement, j'ai envie de dire. Si le formateur métier, donc, qui va accompagner son groupe de jeunes, donc chez nous, j'imagine dans plein d'autres établissements, on fait partir nos jeunes par groupe, par classe. Donc, s'ils sont 8 dans la classe, ils sont 8. S'ils sont 15, ils sont 15. Voilà. Et pour vous donner un ordre d'idée, sur une année, on va dire avant Covid, classique, etc., sur le territoire national, je pense que ça peut aller jusqu'à au moins 40 groupes à l'année sur le territoire national. Donc, c'est quand même assez conséquent. Donc, il y a tout un travail qui est fait en amont avec le formateur métier et le référent mobilité et l'équipe pédagogique. La planification, extrêmement important. Vous imaginez bien qu'on ne décide pas du jour au lendemain, tiens, je vais faire partir mes jeunes et puis dans 3 semaines, ils vont aller en Allemagne. Une planification, chez nous, pour vous donner un ordre d'idée, on est au mois d'avril, l'équipe pédagogique est en train de terminer la planification sur l'année scolaire, j'entends, 2022-2023, donc septembre 2022, juillet 2023, d'accord? Donc, ça veut dire que c'est en ce moment même que par région, d'accord, on décide de quel groupe, quelle classe on fait partir. OK? Donc, ça veut dire que si, par exemple, en région Grand Est, en 2023, on se dit, on veut faire partir 10 groupes, je dis par exemple 5 groupes de CAP, 5 groupes de bac pro, et bien après, il faut, comme vous le disiez, tout ça, planifier ces 3 semaines-là. Nous, on les fait partir 3 semaines.
et évidemment, de janvier, j'ai envie de dire, jusqu'à juillet, et même, je vous dis une bêtise, puisque même on fonctionne en année civile pour le coup, d'accord? Donc, on ne va pas faire partir 5 groupes en même temps en juillet, et puis 5 autres en décembre. Il faut que ce soit aussi gérable pour le référent mobilité, pour organiser tout ça. Ça veut dire également impliquer, alors au niveau de la planification, pardon, on essaye de faire en sorte la majeure partie du temps que ces 3 semaines-là correspondent à 3 semaines qui normalement, pendant lesquelles normalement les jeunes auraient été au CFA. Pourquoi? Parce que ça simplifie les choses vis-à-vis de l'entreprise. On a beaucoup plus de chances que l'entreprise, effectivement, fasse partir le jeune plus facilement parce que ça ne viendra pas empiéter sur l'agenda de l'entreprise, tout simplement. Donc ça c'est hyper important et c'est ce qu'on essaye de faire dans la majeure partie des cas quand c'est possible. Plutôt on implique les jeunes également. Donc à quel moment on va prévenir tout ce monde-là, j'ai envie de dire, une fois qu'on a planifié, une fois qu'on a mis avec le formateur, on a décidé du pays dans lequel on veut aller. Il y a le travail pédagogique qui est fait, c'est-à-dire selon les métiers, ça va être plus intéressant d'aller en Allemagne ou en Espagne, etc. Par exemple, on a récemment nos plombiers TISEC, donc ils font de la plomberie et de la clim, pardon. Pour eux, c'est plus intéressant d'aller dans un pays comme en Espagne, par exemple. Ils y sont allés en mois de juillet en plus, donc comme ça, voilà. Voilà. Et puis, il y a des métiers où ça va être plus intéressant d'aller, par exemple, en Allemagne, sur le côté industriel, etc., etc. Donc, tout ça, ça se prépare en amont pour qu'il y ait une cohérence sur le plan pédagogique. Une fois que ça s'est établi, on peut effectivement communiquer l'information auprès des jeunes, des entreprises, des OPCO et des familles, puisque nous, on fait partir nos jeunes du CAP jusqu'au bac pro, enfin pour les mobilités courtes, j'entends, mobilité longue, c'est autre chose. Et pour beaucoup, ils sont mineurs. Donc, évidemment, il faut également prévenir la famille et parfois aussi les convaincre. Malheureusement, effectivement, la conjoncture actuelle fait que y a des familles qui vont peut-être être un peu plus réticentes en ayant peur pour leur enfant, ce qui est légitime. Donc, le travail aussi du référent mobilité, de l'équipe pédagogique, c'est de convaincre sur cette notion également, j'ai envie de dire, de sécurité, en disant, mais voilà, on vous explique, donc on les fait venir, il y a une réunion préalable qui est faite avec l'ensemble des acteurs, les entreprises sont conviées, les familles sont conviées, où on explique l'objectif pédagogique, comme je l'ai dit tout à l'heure, et également, on explique comment ça va s'organiser, comment leurs enfants vont être accueillis. C'est vraiment après des détails. Et c'est normal, les jeunes, pour eux-mêmes et les parents, ont besoin de savoir pendant 3 semaines, voilà, où va être mon enfant, dans quelles conditions il va être logé, est-ce que ça va être en famille d'accueil, est-ce que c'est au foyer, est-ce que le soir, il y aura Pampelop et voilà, et personne des... Enfin, vous voyez, le week-end, sur 3 semaines de mobilité, il y a 2 week-ends quand même à prévoir. Donc, le côté culturel est extrêmement important. Ce serait quand même... Enfin, ça fait partie d'une mobilité d'organiser sur le plan culturel, sportif, etc., d'occuper, j'ai envie de dire, ces jeunes-là. On peut également, enfin moi j'avais pensé aussi, par exemple, là j'ai un groupe qui va peut-être partir à Barcelone, mes plombiers justement, où on va leur dire, voilà, la mobilité est prévue à Barcelone, leur donner déjà des supports sur la ville, travailler en amont avec... le prof d'histoire géo, en dire voilà, est-ce que tu peux consacrer quelques heures selon les possibilités à parler de l'Espagne, etc., de Barcelone en l'occurrence, etc., pour que le jeune se sente le plus possible aussi à l'aise et lui donner aussi envie de partir. Sur ce sujet-là, par exemple, quand les jeunes sont en mobilité, on leur demande aussi de créer une page Facebook
Facebook ou Instagram. Et comme ça, ils postent des photos, etc. Les parents ont accès à cette page-là. Et puis, ça évite, parce que nous, en tant que référent mobilité, voilà, j'ai aussi des anecdotes où les parents ils appellent le week-end, etc. Bah, que devient mon fils? J'ai pas de nouvelles. Bah, voilà, donc ça permet aussi voilà, de renseigner aussi les parents et puis de les rassurer. Voilà. Merci. Donc là, on voit, Amélie, avec votre témoignage, toute la part importante en fait de l'institution, de là, pour le coup, le centre de formation des compagnons sur la planification, la préparation. Et vous avez emmené jusqu'à vraiment la préparation du jeune, vraiment pour qu'il adhère à ce projet. Et du coup, ça va faire la transition maintenant un petit peu, peut-être avec Morjane, pour voir du coup le vécu en fait de ces jeunes et de voir comment est-ce que vous vous préparez. Donc, merci Amélie hein, pour cette présentation très riche. Et on va peut-être demander à Morjane maintenant du coup de Je voulais juste dire, pardon, juste deux petites Allez-y. secondes. C'est important. Donc là, on a parlé du travail en amont. Il y a le travail aussi qui est fait pendant la mobilité, de la part du référent mobilité. Beaucoup moins drôle, mais un référent mobilité se doit d'être disponible 24 heures sur 24 pendant les 3 semaines de mobilité parce qu'il peut y arriver n'importe quoi, n'importe quand, le soir, la nuit, des problèmes de santé, des problèmes où on doit rapatrier le jeune et pour des questions d'assurance. Et là, c'est du vécu qu'on m'a expliqué. Donc ça, c'est une notion aussi extrêmement importante. Et l'après-mobilité, et après Morgane, je te laisse la parole, pas de souci. Le travail d'après-mobilité est aussi extrêmement important parce que, bon, le côté administratif pour Erasmus, etc., mais aussi pour rendre compte à la famille, aux parents, à l'établissement aussi, bah voilà, qu'est-ce qu'il en est sorti de tout ça. Il y a aussi, et cette phase-là, ne sont pas à négliger, je pense. Voilà. Oui, et pour que le jeune intègre lui-même aussi tout ce qu'il a fait, qu'il fasse le bilan aussi de ce qu'il lui a apporté, hein, tout simplement. Complètement. Bonjour Morjane. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu donc, ce que vous faites voilà, en termes d'études et puis voilà, quelle part la mobilité a eu dans votre parcours là? Alors là, je suis en 2e année de BTS Management Commerce opérationnel. Et du coup, là, je suis en option internationale. Je voulais faire un stage à l'étranger afin d'acquérir de nouvelles compétences, avoir un nouveau parcours pour découvrir. Et pour cela, ma professeure, Madame Ribot, m'a beaucoup aidée durant ces 2 ans, du coup. Et je suis partie de janvier à mars 2022, du coup. Et à ce moment-là, oui, dites-moi, pardon. Vous êtes parti où et c'est pour faire quoi, du coup? Alors, du coup, je suis partie en Belgique, dans la ville de Bruxelles. Et c'était pour faire un stage à l'étranger dans l'enseigne de Zara. J'ai bénéficié d'un logement d'Erasmus, justement. J'étais en colocation avec au moins 6 personnes qui venaient du monde entier. J'avais par exemple Delek qui était un Indien, qui était un étudiant indien dans une école internationale. J'avais aussi, je sais plus son prénom. C'était une Hongroise qui était aussi dans une école. Et il y avait beaucoup d'étudiants, c'était vraiment intéressant. On a fait plusieurs choses ensemble. Et pour cela, après, j'ai fait mon stage à l'étranger à Zara. J'ai découvert aussi de nouvelles personnes. J'étais en contact avec une clientèle internationale, ce qui était nouveau pour moi. Et franchement, c'était super bien. Et qu'est-ce que ça vous a apporté, ce stage? Alors, ce stage, il m'a apporté beaucoup d'importance au niveau personnel comme au niveau professionnel. Au niveau professionnel, par exemple, j'ai acquis de nouvelles compétences pour mes études, par exemple, un contact avec la clientèle internationale, ou sinon des nouvelles compétences. J'ai acquis des nouvelles compétences au niveau de la vente, au niveau du merchandising et tout. Et aussi du niveau personnel, parce que j'ai aussi découvert la culture belge. Par exemple, leur façon de parler, leur nourriture. J'ai aussi allé voir quelques musées et tout. Et ça m'a aussi renforcé ma confiance en soi à ce propos. Et est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été un peu plus difficiles, je ne sais pas, au niveau de l'adaptation, au niveau de votre intégration en Belgique?
Alors, au niveau de mon stage à l'étranger avec Zara, non, pas de problème, ça s'est très bien passé. Par conséquent, au niveau du logement, j'avais un peu du mal à m'y faire. Il fallait que je m'adapte au niveau fonctionnement. Normalement, j'habite avec mes parents. Là, c'était la première fois que j'habitais toute seule. Du coup, il fallait que je me dise qu'il faut que je lave mon linge, que je fasse mes courses. Il fallait que je m'adapte à la culture aussi, que je m'adapte de partager avec d'autres personnes qui venaient aussi du monde, vu que c'était une colocation. Mais après, au bout de quelques instants, ça allait mieux. Et puis, sinon, non, je n'ai pas connu de problème. En fait, c'est une expérience que je ne regrette pas du tout et que si c'est à reproduire, je le referai. D'accord, il a fallu devenir un peu plus autonome. Exactement, ce que vous dites. oui, c'est ça. Alors, Vu que j'étais dans un autre pays, et aussi de rassurer mes parents de tous les jours aussi. D'accord. Il y a Aurélie dans la discussion qui nous demande comment est-ce que vous avez trouvé le logement. Vous parlez de logement Erasmus, c'était quoi Oui. Comment est-ce que vous avez fait? Alors, à ce moment-là, j'ai un peu regardé partout. Au début, ce qui était sûr, c'est que je ne voulais pas être chez des personnes que je connaissais parce que j'avais de la famille à Bruxelles, mais je ne voulais pas être chez eux, je voulais découvrir, venir de moi-même. Et ce logement, c'est en faisant des recherches sur Internet, en fait. J'ai regardé un peu partout pendant à peu près un mois. Et là, j'ai vu ce logement, j'ai contacté le propriétaire et ça s'est bien passé. Et du coup, le lendemain, il fallait que je le voie et tout. Puis voilà, sinon, oui, c'était une recherche sur Internet, le logement. D'accord, donc c'est vous qui vous êtes débrouillé pour le trouver. Voilà. Et le J'ai Erasmus. pas eu forcément d'aide. Après, avec mon professeur, elle m'avait proposé aussi d'autres sites pour retrouver un logement. J'avais plusieurs sites, comme par exemple, je les ai pas forcément en tête, mais c'est surtout Erasmus que j'ai retenu. Et du coup, ça s'est bien passé au niveau du logement, au niveau de la recherche, oui. D'accord. Merci Morjane. Quel conseil vous donneriez à un lycéen qui n'oserait pas forcément se lancer dans un stage à l'étranger? C'est vrai que ça demande beaucoup de. Je fais comprendre que ça puisse faire peur parce qu'il y a beaucoup de démarches à faire. Par exemple, moi, pour trouver le stage, j'ai créé un compte Europass pour mettre en avant mon CV pour postuler envers des entreprises. Car au départ, je devais partir à Barcelone. Dans un premier temps, je ne devais pas aller forcément à Bruxelles. Mais il y avait des nouvelles lois au niveau du Covid et tout. Et comme conseil que je pourrais donner, c'est que ce qu'il faudrait plus mettre en avant, c'est que si on est motivé, qu'on veut vraiment le faire, on peut le faire en fait. Parce que je pense que sans ma motivation, je n'aurais pas pu faire ce stage. J'avais peur au niveau. Il y avait eu des peurs, oui. Par exemple, au niveau du Covid, si le magasin fermait, s'il y avait un confinement. Si au niveau du voyage, je suis partie, par exemple, en voiture, je ne pouvais pas y aller à cause de la frontière. Il y a eu des peurs, oui, mais j'ai été motivée à y aller. Je voulais le faire, c'est vraiment ce que je voulais faire. Et si je devais donner un premier conseil, c'est que il faut se lancer. C'est quelque chose d'important dans une carrière. C'est grâce à ce stage que j'ai pu être acceptée dans ma future école, juste après le BTS. Je vais faire une troisième année de bachelor à Lyon, du coup, dans l'international, au PPA Business School. Je ne sais pas si vous connaissez, du coup. D'accord, parfait. Et sans ça, sans ce stage, j'aurais pas pu aller dans cette école et ça peut vraiment changer une vie. Il faut vraiment essayer. Voilà, il faut vraiment tenter. Et moi, franchement, si c'est à refaire, je le referai. D'accord, donc on le voit vraiment sur un épanouissement personnel. Oui. Et puis également, du coup, vous voyez déjà un impact sur la poursuite de vos études et plus tard sur votre insertion. Oui, énormément, ça a vraiment changé ma vie. Comme a dit celui qui est intervenu au tout début, monsieur Surmont. Monsieur Cernay. Voilà, il a dit Cernay, pardon. Il avait dit que ça pouvait vraiment changer une vie. Et là, sur le coup, j'étais vraiment, même si j'étais dans le train, j'entendais un peu. J'étais vraiment d'accord avec lui parce que ça m'a vraiment changé ma vie au niveau personnel, mais surtout professionnel, sur le coup. D'accord, merci beaucoup, Morjane. Céline, peut-être est-ce que vous voulez compléter un petit peu, là, vous êtes enseignante de Morjane. Oui, alors je vais rebondir sur ce qu'elle vient de dire, c'est-à-dire une nécessité absolue d'être motivée et volontaire. Il faut quand même dire que Morjane, elle est partie pendant les vacances de la Toussaint
Elle était avec sa maman. Elle est partie prospecter à Ah oui, Barcelone. j'avais oublié de dire ça. Mhm. Elle a prospecté à Barcelone pendant une semaine non-stop. Elle me tenait au courant régulièrement. Elle est allée avec un dossier complet, son CV, tous ses docs. Elle est allée taper aux portes des magasins et elle a dû s'expliquer en espagnol, ce qui l'a traumatisée d'avance. Mais c'est pas grave. Je veux dire, elle a affronté ses peurs. Et bon, malheureusement, effectivement, elle l'a dit, la réglementation espagnole a été très difficile à Oui. la période Covid. Donc, elle n'a Il y rien a- trouvé. Elle aurait C'était pu le revenir, magasin à Barcelone, j'aurais pu, mais le contrat était trop petit sinon. voilà, il ne C'était prenait pas nickel. des 2 mois, c'est ça, il ne prenait pas 2 mois, Voilà. mais plutôt des alternants de 6 mois. Mais je sais pas, elle est revenue après une semaine de prospection et elle n'a pas baissé les bras pour autant. C'est pour dire que sa motivation à l'international est vraiment très forte. Et d'ailleurs, je sais qu'elle a écouté avec attention les propos concernant les alternants de nos collègues juste avant, parce qu'elle envisage de repartir. Donc, ça rebondit sur ce qu'a dit Bruno. Voilà, exactement. Je Avec, crois que du coup, Morjane, vous aimeriez être alternante. Oui, je vais être du coup alternante dans l'école en troisième année bachelor management commercial. C'est une suite logique du coup. Et au PPA Business School, là c'est bon, je suis inscrite, c'est sûr. Après, je n'ai pas encore trouvé l'alternance, mais heureusement, mon conseiller me propose plusieurs offres à ce propos. Et le fait que j'ai fait un stage à Zara, ça a rebondi beaucoup. J'ai pas eu forcément de réponse, mais c'est parce que c'est tout récent. J'aurai des réponses à peu près au mois de mai. Et si je vais faire une alternance, peut-être à l'international, ce sera plus quand je ferai un master. Ce ne sera pas forcément en troisième année parce que ce sera un peu fragile sur le coup. Je viens d'arriver à l'école, il faut que je réapprenne tout ce qu'ils ont fait avant vu que je n'ai pas fait la deuxième et troisième année de bachelor. Mais si c'est pour faire une année en international, ce sera peut-être 6 mois en master du coup. Et je voulais juste rajouter, Yvan, le fait que Morjane, elle fait partie des étudiants qui ont testé et approuvé Europass. Mais elle Oui, l'a pas voilà. dit, mais elle s'est servie de l'outil pour compléter sa candidature. Donc, elle a tout testé. Elle a testé la prise en main d'Europass, la construction du CV en plusieurs langues, l'aide de motivation. Et surtout, Voilà. je voulais signaler qu'elle vient de décrocher son Europass mobilité. Donc, elle a Ah oui. désormais un passeport, elle peut le dire, Complet. avec un certificat en ligne. Je vous laisse dire, Morjane, ce qu'il en est. Bah, ce certificat, il met en évidence que j'ai fait, enfin, les compétences que j'ai requis à Zara avec leur appréciation. Et la plupart, c'est bien. Justement, ce passeport, j'avais oublié d'en parler. Je l'ai utilisé je l'utilise plutôt pour postuler dans différentes offres d'alternance, pour montrer que j'ai bien fait un stage à l'étranger et qu'est-ce que j'ai pu apprendre durant ce stage. C'est un support en plus pour postuler. Du coup, c'est Très pour ça bien. qu'il Merci m'avait- pour ce complément sur Europass. Alors peut-être avant de se quitter, de donner le mot de la fin, on a une dernière question sur les bacs professionnels. Donc c'est peut-être plutôt pour Bruno Sermet ou peut-être Vincent. Donc pour les élèves de bac pro, parce que les conventions de stage ne fonctionnent pas pendant les vacances, et si des participants veulent prolonger leur séjour et que l'employeur est OK, comment est-ce qu'il faudrait faire? Puisque le contrat Erasmus va de pair avec la convention. Bruno, est-ce que vous avez des exemples là-dessus ou un vécu? Alors oui, il faut peut-être plutôt privilégier les périodes de mobilité pendant les périodes de mobilité classiques de vos élèves, et éviter les périodes scolaires, parce que c'est vrai que tout de suite, ça engendre des complications. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment, si vous avez des élèves qui partent en mobilité sur une période donnée de l'année, il faut que vos élèves partent sur la même période. Il peut y avoir un décalage de quelques jours, évidemment, ça dépend de plein de contraintes quant au type de transport, par exemple, mais il faut privilégier les mobilités sur les périodes de scolarité. Parce qu'après, c'est vrai que pour les établissements scolaires, sur les périodes de vacances, c'est compliqué. D'accord, merci Bruno. Donc là, il est 19h, ça va être l'heure de vous remercier tous et puis de vous quitter pour ce soir. Donc un petit peu ce qu'on peut retenir quand même, c'est que par rapport à cette mobilité, on le voit à travers les témoignages et notamment celui de Morjane qui est bien venu conclure cette visioconférence et que ça apporte quand même beaucoup de choses pour les jeunes et que c'est ça qui doit être notre moteur à tous.
On voit qu'au niveau institutionnel, il y a quand même des choses qui sont en place, hein. Que ce soit Bruno Cernet ou Vincent Joseph ou Paola Bolognini nous l'ont bien expliqué, que ce soit sur du temps plein ou sur de l'apprentissage. C'est sûr qu'il y a besoin d'avoir des cohésions d'équipe, un investissement, voilà, une prise en charge globale et un travail en équipe. Et ça a été confirmé également par Amélie Huron des Compagnons. Et je pense que ça vaut vraiment la peine. Céline Ribaud l'a indiqué également. Voilà, ça peut faire peur comme ça au premier abord, mais voilà, il y a des personnes ressources, il y a des sites ressources qui permettent que ça devienne vraiment une réalité en fait pour les personnes. Donc, je ne sais pas si parmi vous, avant de tous vous remercier, est-ce que quelqu'un voudrait rajouter quelque chose? Puisque on aurait tellement de choses à dire, j'imagine. Céline, peut-être pour commencer. Oui, je Voilà. voulais juste vous Moi dire. aussi, justement. Non, mais je rigole parce que c'est pour plaisanter. Je voudrais juste faire envie à tout le monde et dire que grâce eh bien, à Avenir Plus, je pars en mobilité en Irlande très bientôt avec une collègue. Et c'était pour rebondir sur ce qu'avait dit Bruno. Au-delà des étudiants, c'est extrêmement appréciable de voir qu'on est porté dans notre évolution de carrière. On part en mobilité pour une formation intensive en langue étrangère. Et encore une fois, c'est extrêmement facilité. C'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu envisager avec ma collègue sans le consortium. Voilà, c'était pour vous faire envie. Merci, Céline, ça fait envie. Morjane. Moi, ce que je voulais rajouter, c'est que dans un premier temps, si je pouvais dire quelque chose d'autre pour donner envie aux jeunes, aux futurs étudiants de faire un stage ou sinon une action à l'étranger, c'est que ça peut apporter aussi une nouvelle expérience au niveau social, parce que aussi avec mon stage, on a beaucoup sympathisé avec quelques collègues à moi. Ils nous ont invités à des soirées privatives où on apprenait à connaître l'équipe. Il y a d'autres personnes qui m'ont fait quelques visites dans Bruxelles. Et voilà, c'était juste pour dire ça. Si ça peut, on peut vous aider. Il y a eu beaucoup d'aide au niveau pour trouver un stage, pour faire son stage. Même partout, on a eu des aides. Même après le stage, il y a des aides et tout. Il ne faut pas avoir peur parce qu'on sera toujours aidé. Voilà. D'accord. Mais ce qu'on a retenu aussi, c'est que vous avez été aussi très volontaire et que l'aide ne vient pas forcément toute seule et qu'il faut aller aussi vers les voilà, autres. il faut de la motivation. Exactement. Voilà, c'est tout ce Très que je bien. voulais rajouter. Merci, Morjane. Je vous en prie, merci à vous. Bruno Cermet, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, juste un petit commentaire. Je trouve que nous avons tous été excellents ce soir. Et d'abord, Morjane, puisque je trouve qu'elle a été, elle a vraiment très bien relaté son expérience et les bénéfices de son expérience. Et je vous invite, mademoiselle, à participer à nos événements au niveau de la région académique pour parler de votre expérience à nos BTS qui ont besoin de vous entendre, en fait. Oui, il n'y a pas de problème. Voilà. Ok. Ça me Donc, va. je me permettrai de contacter Céline Ribaud afin de vous solliciter. Donc, On va merci garder D'accord, pour pas de votre problème. attention. Ce sera avec un plaisir. Si je peux donner envie à d'autres personnes d'y aller, ça sera super bien, franchement. C'est ce que. Vous êtes la bienvenue. Ouais. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Merci à vous. Monsieur Bruno. Du côté de la mobilité des alternants, est-ce que Amélie, Vincent ou Paola veut dire un dernier petit mot, voilà, en guise de conclusion pour motiver les centres de formation ou les jeunes à partir? Moi, je vais, si je peux me permettre, je vais vous citer Yvan, parce que j'ai beaucoup aimé Mobility Once, Mobility Again. Okay. Donc, je pense que voilà, ça c'est très important. Mobility Once, pourquoi pas avec de la mobilité des 2-3 semaines comme celle qu'a indiqué Amélie Huron pour les alternants. Et Mobility Again, en se disant peut-être je vais intégrer la mobilité pour des périodes plus longues dans mon parcours d'apprentissage en espérant que les travaux collectifs qu'on va mener pour lever les freins soit un travail efficace et que d'ici quelques années, ce soit possible pour tout le monde, pour tous les publics. Et là, on compte sur vous, hein, voilà, pour que ce soit du coup plus facile pour nous d'accompagner les jeunes et que cette mobilité longue devienne vraiment une réalité vraiment réalisable pour le plus grand nombre. Merci en tout cas, Paola.
Je rebondirai sur la dimension européenne. Alors, on mesure que chaque mobilité invite à se poser des questions, faire de la dentelle. En même temps, c'est déjà une réalité. On estime à peu près 10 000 alternants, ceux qui bénéficient d'une mobilité aujourd'hui. Et ça doit encore grandir. Et pour passer à l'échelle, il y a des questions qui se posent au niveau français, aussi au niveau européen. C'était une des priorités de la présidence française de l'Union européenne. Donc, il y a aussi des travaux qui sont menés pour essayer de développer ça. Et juste rajouter un point sur lequel dont on n'a pas parlé, mais qui dit mobilité européenne, dit aussi accueil de mobilité venant de l'étranger en France. Et ça aurait pu être aussi un sujet, mais la mobilité et l'espace européen des apprentis, c'est dans les deux sens. Et donc, il y a aussi le rôle qu'ont les centres de formation et les établissements de formation dans l'accueil des apprentis étrangers qu'il ne faut pas oublier. Tout à fait, Vincent, oui. Après, la mobilité, c'est des fois de savoir recevoir, effectivement. Ouais. Amélie, peut-être, pour conclure du coup cette soirée? Oui, écoutez, tout n'a pas pu être abordé, mais c'est bien normal, mais c'était extrêmement intéressant. Je dirais juste simplement qu'une mobilité courte réussie donne forcément envie aux jeunes d'aller vers une mobilité longue. En tout cas, nous, c'est ce qu'on se dit en interne chez nous. L'objectif d'une mobilité courte, c'est de donner envie à un jeune d'aller dans un autre pays étranger, mais cette fois pour 6 mois, 1 an, pour acquérir encore une autre dimension sur l'expérience internationale. Donc, en tout cas, voilà, il y a aussi, malheureusement, c'est vrai, le sujet des financements des OPCO qu'on n'a pas pu trop aborder, mais ça fera l'objet d'autres échanges. Un autre webinaire peut-être. Oui. On a déjà largement utilisé notre temps. donc voilà, je vais tous vous remercier maintenant pour votre participation, votre enthousiasme, l'énergie que vous mettez à développer cette mobilité, tant pour les jeunes en formation initiale qu'en alternance. Donc voilà, je vous remercie tous et je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Merci à vous aussi.